Conclure en marquant les esprits l'art de la péroraison en rhétorique, la dernière des parties classiques du discours. Au cours des différentes semaines, nous avons vu et nous terminons la structure classique du discours et ces 5 parties. L'exorde qui nous aura servi à introduire, c'est-à-dire ouvrir le discours en captant l'attention, l'intérêt, la bienveillance. La narration qui nous aura permis de poser le cadre. La confirmation qui s'articulait en 3 mouvements, la proposition d'une part, énoncer ce que l'on va traiter, surtout notre position, la division, la manière dont on va traiter, et l'argumentation, le dernier mouvement de la confirmation, qui recèle des arguments classiquement entendus. Après avoir affirmé, nous déconstruisions la position adverse avec la réfutation qui anticipe l'objection à la voix passive, et une fois avoir fait tout ça, il nous reste à conclure le discours. Partie plus simple, partie plus maigre, mais pas moins importante, puisqu'elle est le dernier trait d'intelligence, la dernière parole, le point qui vient finir et clore la phrase. La définition tient donc en 2 phrases. La péroraison, la dernière partie du discours, sert à le clore. Elle est composée de 5 parties. Ces 5 parties diffèrent radicalement de ce qu'une conclusion de dissertation ou de texte généralement entendu peut proposer. Nous avions vu avec l'exorde, qui est l'introduction rhétorique, que nous commencions avec d'autres éléments que les introductions de dissertation, une autre vision, les choses importantes, les choses nouvelles, les choses extraordinaires, l'intérêt, la bienveillance. Mais cette distinction est d'autant plus prononcée lorsqu'il est question de la péroraison, la conclusion rhétorique. Les 5 parties sont donc la récapitulation, l'amplification, la commisération, l'estocade et enfin l'appel à l'action. Nous allons les voir dans l'ordre, une par une. La récapitulation d'abord, aussi appelée énumération, résume l'essentiel du discours avant de clore, sans apporter aucun nouvel argument, aucune nouvelle idée, aucun nouveau point. Elle n'a de simple but que de raviver la mémoire de l'auditoire, c'est-à-dire que, et c'est Cicéron qui le disait bien, la mémoire est prompte à s'éteindre. Si un premier argument a pu convaincre et persuader, un deuxième a pu convaincre et persuader, un troisième, un quatrième, un cinquième, le premier aura peut-être été oublié. Et pourtant, il est tout aussi important, notamment dans l'ordre que nous avions vu la semaine dernière, l'ordre nestorien, dans lequel le premier argument est très important, le dernier argument est très important et les arguments du milieu sont moins importants. Si le premier argument est très important, il faut raviver sa mémoire, il faut le garder en tête. Et de manière générale, il faut faire en sorte que le discours, plus que de plaire au moment où il est entendu, au moment où il est prononcé, sache conserver sa force en dehors de la salle. Il s'agit donc en quelque sorte d'une seconde énonciation de la division, c'est-à-dire le plan du discours, qui vient après la proposition et juste avant les arguments. À ceci près que nous ne sommes pas limités au titre des arguments, nous pouvons entrer en un peu plus de mots dans ce que nous avons dit. Par exemple, si nous avons développé 3 arguments qui arrivent à 3 conclusions différentes, nous pouvons dire d'où nous sommes partis et énoncer où nous sommes allés pour chacun de ces arguments. Exemple, en conclusion, nous avons vu que les génies étaient dangereux, puis que ce danger venait de l'ambition, et enfin que l'ambition pouvait être calmée par une offrande. En conclusion, il ne faut pas interdire l'héritage, premièrement parce qu'il est inutile, et nous l'avons vu, de frustrer l'homme en espérant obtenir plus de lui. Deuxièmement parce que l'interdiction est inefficace, et c'est bien la régulation qui change les choses. Troisièmement parce que de supprimer l'héritage contreviendrait à cette grande course de relais du vivant qui commençait par la perpétuation des cellules et se termine avec nos mécanismes sociaux et économiques. Une division, une réannonciation du plan. Une fois que nous avons réannoncé notre plan, nous avons ravivé la mémoire, il faut passer à l'amplification, aussi appelée évaluation, qui est l'art de donner de la grandeur au discours, de montrer à l'auditoire que le sujet traité n'est ni plat, ni banal, ni vulgaire, mais bien grave, urgent, sublime, redoutable. L'amplification est ma partie préférée de la péroraison. Parce que j'ai l'habitude de dire que, après avoir argumenté avec logique, avec science, avec raison, une fois avoir réfuté avec honnêteté,
avec conscience, avec efficacité, nous avons donné un peu tout ce que nous avions à donner. C'est-à-dire que nous avons capté l'attention, l'intérêt et la bienveillance, de sorte à obtenir la docilité de l'auditoire. Docilité qui nous aura servi à ancrer le cadre et les définitions. Ce cadre et ces définitions qui permettent de faire comprendre les arguments, arguments qui ne sont que de notre côté, et pour qu'ils soient aussi du côté des autres orateurs, nous réfutons leur propre science, et donc, en fin de compte, nous n'avons plus rien à dire. Nous avons traité l'entièreté de la matière, en tout cas sous l'angle que nous avons donné. C'est-à-dire que si je prends un grand thème de société, faut-il mettre de la musique dans les toilettes à l'Université de Genève? Très grand thème de société. Nous avons pris une position, je suis pour ou je suis contre. Nous l'avons divisé, premier argument, deuxième argument, troisième argument. Nous avons développé chacun des arguments et après les avoir développés, nous avons réfuté ceux des autres. La matière est donc terminée. Il ne sert à rien d'apporter des centaines d'arguments parce qu'ils vont tous perdre leur force. C'est un rendement marginal décroissant. Le premier argument est très fort, le deuxième, le troisième aussi. Au 150e argument, le 149e n'a plus de force. C'est juste une énorme accumulation. Et pour ce qui est de la réfutation, on ne réfute pas 150 arguments adverses non plus. On est limité par le temps, par les connaissances, par la culture et par ce que les autres ont dit. Donc finalement, quand on arrive à la péroraison, on n'a plus rien à dire. On a épuisé ce qu'on avait à dire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tait? Ou est-ce qu'on amplifie ce qu'on a dit? C'est-à-dire qu'on n'ajoute plus rien et on le recontextualise. Prenons l'exemple d'un champ de riz. On trouve la terre, on vérifie sa qualité, on achète les graines, on prépare la terre, on cultive le riz, on récolte le riz, et une fois qu'on a récolté le riz, qu'est-ce qu'on en fait? Tu le vends, exactement. On vend le riz. Et il est question ici de donner un prix à notre discours, de vendre notre discours, de prendre le pactage entier que l'on a donné et de l'évaluer, c'est-à-dire de lui donner un prix et surtout de faire en sorte que le prix que l'on donne et que l'on fait accepter au public soit le plus élevé. Il s'agit de la dernière étape de l'ancrage, c'est-à-dire l'enseignement que nous avons vu, qui va de l'exorde jusqu'à la péroraison, c'est l'ancrage. C'est le premier livre de la rhétorique que j'ai écrit. Le deuxième livre, c'est la fluidité. Une fois qu'on a compris les bases du discours, comment est-ce qu'on les adapte au public, aux différents types de causes, aux différents types d'auditoires, aux différents types de sujets. Et donc l'amplification est à cheval sur l'ancrage et la fluidité puisqu'elle va donner 10 préceptes qu'il faut adapter selon les auditoires. Ces 10 préceptes, c'est ce qu'on appelle le saut à merde. C'est-à-dire que l'on a donné des beaux arguments d'or, de diamant, d'argent, avec des canapés capitonnés, des beaux rideaux. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Et quand on nous demande « est-ce que vous n'avez pas quelque chose d'autre ?», on leur sort un seau de merde en leur faisant considérer que c'est du chocolat. Autre métaphore moins fécale, vous prenez par exemple le loup de Wall Street. C'était sa stratégie. Il commençait par les blue chips, c'est-à-dire les actions cotées en bourse des grandes entreprises qui ont très peu de chances de rater et très peu de rendement, pour faire ses preuves auprès de l'acheteur. Et une fois que son client lui faisait confiance, il lui donnait toutes les pink sheets, c'est-à-dire les petites actions qui rapportent énormément, mais qui ratent 70% du temps. Et donc c'est un peu ça. On a été très honnête pendant 90% du discours, il est temps d'utiliser tous les arguments fallacieux que l'on peut utiliser pour le simple fait de donner plus de force à notre discours. Nous avons l'autorité, l'universalité, l'impunité, l'audace, l'irréversibilité, la culpabilité, l'horreur, l'unicité ou l'unique, la comparaison et le réalisme. Aucun de ces mouvements est un mouvement logique en soi. Aucun de ces mouvements n'est irréfutable, aucun de ces mouvements n'est fondamentalement honnête. Il faut les accepter. Les arguments d'autorité, par exemple, sont généralement cités comme des sophismes. On a vu que les sophismes voulaient dire tout et n'importe quoi, mais généralement, ce sont considérés comme des arguments fallacieux ou en tout cas malhonnêtes. Et bien là, ce ne sont que des arguments malhonnêtes. Mais ce sont des arguments malhonnêtes avec une bonne fin. La première, c'est l'amplification par l'autorité.
Elle revient à convier un personnage, une référence, un domaine qui impose le respect, qui est reconnu comme important, soit que sa position ou son expertise fonde la persuasion plus que la logique elle-même. Par exemple, cette idée n'est pas une fantaisie née au détour d'une campagne électorale, elle traverse les siècles, de Thomas More à Thomas Paine, et mobilise aujourd'hui les économistes, les philosophes, les institutions publiques. Lorsque tant de traditions intellectuelles différentes convergent vers une même question, nous avons au moins le devoir de la prendre au sérieux. Deuxième amplification, l'universalité revient à montrer que le problème soulevé ne touche pas un seul individu, mais l'ensemble des hommes. Le revenu universel ne concerne pas seulement les chômeurs ou les personnes précaires, il concerne l'étudiant qui travaille le soir, le parent qui renonce à une activité pour garder ses enfants, l'indépendant qui traverse une période difficile, le salarié menacé par l'automatisation. Derrière cette mesure, c'est la sécurité matérielle de toute la population qui est en jeu. Le revenu universel, c'est dans son nom, nous touche tous, chacun ici présent. L'amplification par l'impunité, titre moins évocateur, mais qui vient à réfuter la tolérance, c'est-à-dire à ne pas laisser l'acte ou la question impuni, et donc ce que tout tolérer revient à ne protéger personne. Si j'aime tout le monde, je n'aime personne. Si je tolère tous les actes, je ne protège personne. L'impunité est porteuse de jugement et le laisser-passer encourage la criminalité, les effets néfastes, la destruction de la société. Tant que nous acceptons que le travail ne protège plus nécessairement de la pauvreté, nous autorisons cette précarité à se reproduire. Un salaire insuffisant devient 10 salaires insuffisants. Une personne contrainte d'accepter n'importe quel emploi devient une génération entière privée de pouvoir de négociation. Tolérer une seule injustice économique, c'est préparer sa généralisation. C'est exactement le sophisme de la pente glissante que j'ai traité sur TikTok aujourd'hui. Amplification par audace revient à démontrer que la tolérance rendrait plus audacieux à faire le mal. Il s'agit de l'exact même précepte de l'impunité, mais cette fois-ci adapté à une seule personne. Précepte que j'apprécie particulièrement. Sans revenu garanti, certains employeurs savent qu'un salarié précaire ne peut pas partir. Ils peuvent lui imposer des horaires absurdes, une rémunération insuffisante ou des conditions indignes, parce que son refus signifierait parfois la faim ou l'endettement. Le revenu universel, lui, rendrait enfin le pouvoir de dire non. L'amplification par l'irréversibilité revient à rappeler qu'une erreur commise maintenant ne pourra pas être totalement corrigée plus tard, qu'il ne sera plus possible de remédier au mal une fois que la sentence sera donnée. Chaque année à tergiverser, à peser le pour et le contre, à demeurer dans l'inaction, laisse des traces que nous ne pourrons pas effacer. Une dette accumulée, une formation abandonnée ou une expulsion ne disparaissent pas lorsque l'économie se redresse. Refuser aujourd'hui un socle de sécurité, c'est accepter que certaines existences soient durablement brisées avant même que nous décidions d'intervenir. L'amplification par la culpabilité, à nouveau titre peu évocateur, mais revient à insister sur la volonté coupable de l'acte, de la question, du sujet. Que seule l'imprudence et l'innocence ont le droit de demander grâce. Quelqu'un qui ne sait pas ou quelqu'un qui ne comprend pas peut demander grâce, c'est-à-dire ne pas être accusé. Celui qui sait, qui a fait en sachant, doit subir les conséquences de son acte. La pauvreté contemporaine n'est pas un accident imprévisible. Lorsqu'une société connaît le coût du logement, la faiblesse de certains salaires et l'instabilité croissante de l'emploi, elle ne peut plus prétendre ignorer les conséquences de son inaction. Refuser toute protection nouvelle dans la Suisse d'aujourd'hui, ce n'est plus une simple prudence, c'est un choix conscient de laisser perdurer une situation connue, de laisser dépérir les vies de nos concitoyens les plus fragiles. L'amplification par l'horreur relève ce qu'il y a d'horrible, de cruel, d'impie, de tyrannique dans la problématique. C'est donc qu'on donne de la grandeur en expliquant à quel point c'est horrible. La plupart des exemples que je donne sont écrits par ChatGPT. ChatGPT est très mauvais avec l'horreur. Donc j'ai essayé de le changer rapidement. Mais donc, derrière les statistiques de la précarité, il y a la facture que l'on n'ose plus ouvrir parce qu'elle fait écho aux autres trop larges. Il y a ces parents
qui prétendent ne pas avoir faim pour laisser leurs enfants manger. Il y a ces mères dont les intestins pourrissent par la maladie, rongés du foie jusqu'au cœur et qui continuent de sourire, mais dont les lèvres gercées par le parquet sans sommier qui leur sert de lit ne sauront plus jamais esquisser une joie véritable. La misère, évitable, n'est pas seulement un échec économique, elle est une violence, et la plus dure, la plus pure et la plus horrible qui soit. L'amplification par l'unique, c'est l'exact inverse de l'amplification par l'universalité, c'est-à-dire présenter la problématique non comme vulgaire, populaire, mais comme unique, sans exemple. Nous entrons dans une époque sans précédent où les machines peuvent remplacer non seulement la force physique, mais également une partie du travail intellectuel. Jamais une société n'a dû repenser aussi rapidement la distribution des revenus face à une telle transformation technologique. Une rupture historique exige davantage qu'un simple ajustement, elle exige une réponse historique. L'amplification par la comparaison, c'est une comparaison. La seule importance ici, c'est de comparer à quelque chose de plus grave qui a déjà été accepté ou de moins grave qui a déjà été pas accepté. Donc, nous acceptons déjà de consacrer des sommes considérables à réparer les conséquences de la pauvreté. Je résume, il vaut mieux financer la stabilité que payer indéfiniment le prix de l'effondrement. Si nous acceptons déjà de payer 56 milliards pour réparer la pauvreté, alors pourquoi ne pas accepter 50 milliards pour les mêmes effets? C'est une comparaison. L'amplification par le réalisme repose sur les détails de la problématique énumérés comme des suites habituelles avec des traits vifs caractéristiques. En gros, c'est le mode d'emploi. Ce n'est pas le réalisme dans le sens on va développer précisément chaque aspect. C'est vous souhaitez faire accepter quelque chose. C'est ce que votre discours cherche. Convaincre et persuader de quelque chose. Eh bien, l'amplification par le réalisme vient décrire très précisément ce qu'il se passe si vous réussissez à convaincre ou persuader. À nouveau sur le revenu universel, concrètement, le revenu universel, c'est le loyer payé le premier du mois sans attendre une décision administrative. C'est une mère qui peut acheter les chaussures de son enfant sans repousser une facture d'électricité. C'est un salarié qui peut quitter un emploi humiliant, un étudiant qui peut réduire ses heures de travail, un indépendant qui peut survivre à 3 mois difficiles. Ce n'est donc pas un ajout, c'est juste un gain de temps. C'est une amplification par le réalisme, le mode d'emploi. Chacune de ces amplifications a eu pour exemple le même exemple, le revenu universel qui est généralement considéré comme étant très éthique, très social. Pourtant, on voit, et Felicity l'a bien nommé, que ces amplifications n'ont rien d'éthique en soi. On considérera que c'est la finalité qui dictera la morale. En soi, pour les utiliser, il faut se poser une question. Je vous considère de screen cette diapositive des diapositives et de la conserver avec vous. Qui ou quelles institutions rend ce sujet solennel? Oui. Si. Elle sera disponible sur le Notion. Mais c'est aussi pour les gens qui nous suivent. Mais de même, de manière générale, une fois que vous recevez les diapositives, ça ne sert à rien de conserver toutes les diapositives. Il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc, particulièrement celle-là, je considère de l'encadrer, l'imprimer, la mettre sur le mur, la relire tous les jours, en faire votre fond d'écran si vous le souhaitez. Qui ou quelles institutions rend ce sujet solennel? Combien de personnes sont réellement concernées? Que se passera-t-il si ce phénomène se généralise? Qui sera personnellement encouragé à recommencer? Que ne pourrons-nous plus réparer? Est-ce encore une erreur ou déjà un choix conscient? Qu'y a-t-il d'insupportable dans ses conséquences? Pourquoi cette situation est-elle exceptionnelle? En quoi est-elle meilleure ou pire qu'une autre? À quoi cela ressemblerait-il concrètement demain matin? Des questions parfaitement valides qui vont servir à créer ces amplifications. Est-ce que ça va pour l'amplification? Donc évidemment, mais on le voit encore après, il ne faut pas mettre les 10 dans le même discours. Sinon, la péroraison, elle va prendre 50 minutes. Il faut en choisir 2, 3. Généralement, elles se font de manière beaucoup plus courte que ce que j'ai fait avec ChatGPT. Vous aurez un exemple juste après.
La commisération, troisième partie de la péroraison, désigne le moment où l'orateur cherche à émouvoir la compassion de l'auditoire. Waouh, je recommence. La commisération désigne le moment où l'orateur cherche à émouvoir la compassion de l'auditoire pour susciter la pitié, l'indignation ou une forme d'identification affective. L'idée ici, c'est que l'amplification, c'est une évaluation, c'est donner le prix, le juste prix, le prix plus élevé à notre discours selon la raison. On pourrait croire que non, mais c'est un côté raisonnable. Une comparaison, c'est montrer qu'il serait raisonnable. Une horreur, c'est raisonnable. La commisération ici, c'est apporter un juste prix par la passion, par l'émotion. Donc c'est les vicissitudes de la fortune, les termes émotionnels, les conséquences, particulièrement en termes émotionnels, la comparaison des destins et l'appel à des figures vulnérables. Ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ces termes-là, ce sont les termes du meilleur livre de rhétorique, Rhétorique à Herénius, ou Ad Herénium, si jamais. Vicissitude de la fortune, montrer le passage de la prospérité au malheur, de la stabilité présente à une détresse future. Donc on prend un exemple d'application ou de contre-application et on montre comment l'un peut passer à l'autre. Hier encore, cet homme travaillait, payait ses impôts et faisait vivre sa famille, puis son entreprise a fermé. En quelques mois, le salarié respecté est devenu un demandeur d'aide, contraint de justifier chacune de ses dépenses. Le revenu universel lui éviterait que la perte d'un emploi devienne aussi la perte de sa dignité. Conséquences émotionnelles, il ne suffit plus d'énumérer les effets économiques, il faut montrer la souffrance, l'humiliation, l'injustice qu'ils produisent. La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer d'argent, c'est se réveiller avec la peur du prochain loyer, sursauter à chaque courrier, repousser une consultation médicale et compter les jours avant la fin du mois. Le revenu universel offrirait au moins le droit de vivre sans cette menace permanente. Quelle différence avec l'amplification par l'horreur ? L'horreur semble aussi émotionnelle. L'amplification par l'horreur cherche à montrer qu'il est rationnel de lutter contre quelque chose d'horrible. Si on ne peut pas montrer que la situation est horrible, eh bien on peut quand même montrer d'autres émotions. Mais l'amplification par l'horreur ne peut montrer que l'horreur. Si la chose n'est pas horrible, alors on ne peut pas l'utiliser. Elle s'utilise dans des cas assez spéciaux. On pourrait dire que les actes de barbarie, s'ils sont développés, sont une amplification par l'horreur. La conséquence des actes de barbarie sur cette personne, le trauma psychologique, les réflexes qu'elle va avoir ensuite, la manière dont sa famille va accepter la chose, seront plutôt une conséquence émotionnelle. Il faut imaginer que l'horreur, c'est avant ou pendant l'acte, l'émotion, c'est après l'acte. Acte qui peut être horrible ou non. On a toujours des conséquences émotionnelles, on n'a pas forcément un acte horrible. Ça ne sert à rien de dire que le fait de ne pas avoir de musique dans les toilettes est horrible. Comparaison du destin, c'est ma préférée. L'orateur rapproche le sort des victimes de celui de l'auditoire. Leur malheur pourrait devenir le nôtre. Par exemple, sur les personnes âgées que nous voyons compter leurs pièces ne sont pas une population étrangère à la nôtre. Elles représentent notre propre avenir, la société que nous construisons pour elles, et celle dans laquelle nous vieillirons nous-mêmes. Y a-t-il une seule personne ici qui puisse attester qu'elle ne vieillira jamais ? Vous êtes comme ces gens, etc. Commisération, appel aux figures vulnérables, c'est la même chose que l'autorité, mais cette fois-ci, l'autorité ne vient pas de la science, la crédibilité, les efforts, mais bien de la situation de vulnérabilité. C'est exactement ce qu'on a fait aussi juste avant. Il s'agit d'incarner la cause dans des personnes dont la faiblesse, la dépendance ou l'innocence appellent naturellement la protection. Enfants, personnes âgées, familles monoparentales. Pensons à ceux dont le corps ne permet pas de travailler régulièrement, mais qui doivent pourtant sans cesse prouver leur incapacité pour conserver une aide. Le revenu universel leur épargnerait d'avoir à exposer continuellement leur souffrance pour obtenir le droit élémentaire de vivre. Spécificité avec celle-là, elle peut très vite tourner au paternalisme, surtout devant certains publics.
On évitera donc de parler des souffrances qu'on ne comprend absolument pas ou qui semblent nous être absolument étrangères. Le terme étranger n'est pas ici choisi pour rien. Je ne vais pas dire que j'ai les mêmes souffrances que quelqu'un issu d'une minorité ou d'un autre pays, même en majorité. J'ai beau être marocain, je ne comprends pas les problèmes des gens du Maroc. Et en même temps, je ne comprends pas les problèmes des immigrés marocains ici. Alors comment faire en sorte de pouvoir appeler aux figures vulnérables de certaines minorités ou majorités ou autres personnes, on est toujours la majorité d'un certain groupe, eh bien en déplaçant la définition de ce groupe. Si je ne peux pas dire que je comprends les souffrances des homosexuels, je peux quand même dire que je comprends les souffrances des gens qui ont le syndrome de la page vide. Et donc, mon syndrome de la page vide naîtra d'une souffrance propre à moi, le leur peut être d'une violence trop grave de la société à leur égard qui leur enlève leur créativité, leur innocence. Et donc, je dirais, évidemment que je ne comprends pas la violence, mais je comprends la conséquence. Le chemin est moins grave. Je ne dis pas que j'ai subi ce qu'ils ont subi, que l'on m'a frappé, harcelé, attaqué au collège, au lycée. Mais le syndrome de la page blanche, celui de n'avoir plus rien à dire parce que l'on pense ne pas mériter, moi, je l'ai connu peut-être un jour ou deux, simplement parce que j'avais quelques peines d'amis. Eux, ils le vivent chaque jour depuis que la société leur a enlevé leur innocence. La logique générale des commisérations est la même manière que la logique générale des amplifications. 4 questions à se poser. De quelle situation heureuse, stable, digne la personne est-elle tombée ou risque-t-elle de tomber? Quelle souffrance, quelle humiliation, quelle injustice cette situation produit-elle concrètement? Comment montrer à l'auditoire que le sort de la victime pourrait également devenir le sien? Quelle personne, innocente, fragile ou dépendante, incarne le mieux la cause que nous défendons? Nous arrivons à l'avant-dernière, qui est en vérité la véritable dernière partie de la péroraison, c'est l'estocade. Il y a l'accroche et il y a l'estocade. C'est l'exacte même chose. L'estocade désigne le dernier trait de la conclusion, le coup porté avec la plus haute précision, bref et fatale, qui scelle le discours à jamais dans la mémoire de l'auditoire. Le terme estocade désigne le coup d'épée donné par le matador qui met à mort le taureau. À nouveau, on est dans un registre qui est très peu politiquement correct et qui arrive très rapidement à considérer ce que l'on convainc et persuade comme des animaux qu'il faut mettre à mort. Mais, bref, c'est un peu le cas. Il faut quand même abattre l'ennemi quand on fait son discours. Donc si ce n'est pas le public, on abattra ceux qui essayent de manipuler notre public. Quelques exemples personnels, sauf le dernier d'estocade. Premièrement, par une citation. Alors, si vous utilisez ma citation dans un de vos discours, on va s'embrouiller. Ah non, je vous la donne comme exemple, voilà, vous utilisez une autre citation. C'est ma citation. J'ai fait 5-6 concours de suite en finissant par la même citation. À chaque fois, elle fonctionne. Donc, vous ne l'utilisez pas. Il faut porter en soi le chaos pour donner naissance à une étoile dansante. On peut ou pas dire, disait Nietzsche. Vous portez tous, un chaos. Ah, les gens écrient. Celle-là, la deuxième, je l'ai inventée dans un de mes meilleurs débats parlementaires. Si nous ne voulons pas être les Perses de Darius demain, il faut offrir à Alexandre une raison de ne pas nous conquérir aujourd'hui. Troisième, Jean-Yves Le Borgne. Pour que demain soit plus pur, il ne faut pas aujourd'hui cacher les fautes d'hier. Il parle un peu comme ça, Jean-Yves Le Borgne. Ça claque. Vous finissez votre discours comme ça claque. L'estocade, à un moment donné, les gens ils vont faire « Waouh !» C'est la première fois que vous allez commencer à vous sentir au-dessus de... Vous allez commencer à développer un ego. C'est exactement ça. Mais en vérité, c'est vraiment de clore le discours avec une phrase qui claque pour 2 choses. Première chose, elle doit résumer en quelque sorte, non pas le discours, mais
l'essence ou l'esprit ou la philosophie derrière le discours. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours risque qu'il y ait un autre orateur qui vienne. Et ça, c'est un grand risque. Parce qu'on les connaît, les orateurs qui viennent, qui commencent avec un très bel exorde, qui font une très belle narration, de très bons arguments, une très bonne réfutation et qui ratent leur conclusion. Eh bien, nous, à l'époque, quand on débattait, on avait pour habitude d'adorer ce genre d'orateur parce qu'après, on se battait pour choisir qui passerait juste après eux, reprendre les derniers mots de leur péroraison pour les contre-attaquer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un discours qui n'est pas terminé. Si la dernière chose que l'on retient de votre discours, c'est une mauvaise péroraison, et que la première chose que l'on retient du discours adverse, c'est que votre péroraison était tellement mauvaise qu'il a réussi à vous humilier dans la première phrase, vous êtes mort dans le film. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de possibilité, vous êtes fait humilier, et le risque étant que plus il y a de personnes, plus l'humiliation est grande. Toujours dans notre tête, la plupart des gens n'en ont rien à foutre, ni de vos vies, ni de vos victoires, ni de vos défaites. Mais en termes d'ego, ça fait extrêmement mal. Donc nous, on chassait les jeunes orateurs qui faisaient des exordes très bons, mais des péroraisons très mauvaises. On continuait juste après eux, et c'était plié. Deuxième, troisième, quatrième phrase du discours, tout le monde avait déjà oublié. Puisque certains rhéteurs considèrent que l'usage du merci en fin de discours est à proscrire. Je ne suis pas de leur école. Un merci, c'est très sympathique. Ce n'est pas la même chose que mesdames, messieurs en début de discours. Mesdames, messieurs en début de discours, ça ne sert à rien. Et la politesse peut se trouver juste après. Il n'y a rien de plus important que la rhétorique. Celui qui le comprend se comprend lui-même. Et si je vous en parle, c'est bien parce que j'ai été à votre place. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons d'art oratoire. Vous ne pensez pas que je sois mal poli. Pourtant, j'ai dit mesdames, messieurs après mon exorde, qui fait 3 lignes. Maintenant, si on termine par merci, ça peut être utile. En somme, l'idée, c'est que si l'estocade ne fonctionne pas, le public il reste bouche bée devant nous. Un public qui reste bouche bée, c'est un public qui attend la fin. Donc vous finissez et vous dites et comme le disait Nietzsche, il faut porter en soi un chaos pour donner naissance à une étoile dansante. Et vous êtes là, vous ne parlez plus, et le public vous regarde comme ça. Ouais. Et donc, il n'y a pas de suite. Et donc les gens se regardent, et donc vous avez fini, vous attendez à une myriade d'applaudissements, il n'y a rien. Et là, c'est la gêne. Et c'est aussi l'humiliation. À nouveau, l'humiliation n'existe que dans votre tête. Et donc, si on a une estocade, on fait notre estocade, si elle ne fonctionne pas, dans la microseconde où on voit que personne n'a compris que c'est la fin de notre discours, il nous suffit de dire merci. Et là, tout le monde comprend que c'est la fin. Ça fait bizarre, mais ça va créer une sorte de réflexe au public qui va applaudir. Si le public applaudit après s'être demandé si vous aviez fini ou non, vous passez pour un moins bon orateur, ça fait un effet de gêne, c'est très bizarre. Si vous dites merci, même si votre estocade était ratée, au moins vous avez clos de votre discours, on sait quand applaudir et on est très content. Donc toujours garder à l'esprit le dernier geste, vous faites votre estocade. Si vous regardez le public et qu'ils sont encore là en train de se dire « Ok, ouais, fini », vous dites « Merci ». L'appel à l'action, soit après, soit avant l'estocade. C'est la partie la plus bidon, mais c'est une partie très intéressante. Votez non, acquittez-le, prenez la parole, inscrivez-vous. C'est en somme l'action qu'il faut utiliser. Ça paraît très vulgaire, très vendeur, surtout dans un discours que l'on pourrait considérer comme éloquent, comme noble, comme beau, comme sublime. Eh bien, sur les réseaux sociaux, il faut se rappeler qu'une vidéo noble, sublime, magnifique est moins bonne qu'une vidéo noble, sublime et magnifique avec un appel à l'action. Les personnes vont en moyenne, c'est une moyenne absolument pas scientifique, mais en moyenne 2, 3, voire 4 fois plus s'abonner ou réaliser l'action qui est demandée si on le demande, si on le nomme. Pour le simple fait qu'il s'en rappelle. Il faut toujours se rappeler qu'un discours, c'est aussi une prise d'otage de temps. La prise d'otage, elle peut être agréable ou non. Si vous captez l'attention de manière grandiloquente, géniale, on passe un bon moment. Mais même si vous captez l'attention et qu'ensuite votre discours est dramatique,
passe un moins bon moment, mais on vous écoute quand même. Et donc à la fin, il faut bien expliquer, ou en tout cas nommer ce que l'on veut obtenir. Comment faire pour que cette prise d'otage s'arrête? Eh bien, dans un débat parlementaire, ce sera rejeter le projet du gouvernement. Dans une plaidoirie, ce sera acquittez-le ou condamnez-le. Dans une vente, ce sera plus difficile. Généralement, la vente ne se fait pas un contre plusieurs. Mais par exemple, un passage en amphithéâtre, qui est un discours de prospection, inscrivez-vous juste ici. Donc vous faites votre discours, je vous ai expliqué que la rhétorique servait aux études, que la rhétorique servait à la profession, que la rhétorique servait à la sociabilité. Ces trois composantes que vous considérez chaque jour. Et prenez un peu le temps de réfléchir à ceux qui ne veulent pas que vous parliez. Votre crime est-il aussi grave que le leur? Vous qui ne parlez pas par timidité, quand ils ne veulent pas que vous parliez, par cupidité. Et imaginez cet étudiant, et j'en ai connu plein, à la même place que vous, qui parfois, aux aléas des facultés, se retrouve à la même place que vous, mais 3 ans plus tard, en changeant de faculté, et qui se dit « J'ai tout perdu, mais j'ai encore un bagage, c'est ma parole et mon intelligence. » Eh bien, mesdames et messieurs, inscrivez-vous, car l'éloquence ne promet pas tout, mais le silence, lui, ne promet rien. Ça, c'est une péroraison. Récapitulation, amplification, commisération, appel à l'action et stockade. C'est une péroraison. Récapitulation, amplification, commisération et stockade, appel à l'action. Généralement, je préfère l'appel à l'action avant. On peut aussi le mettre après. Donc, le chemin, on fait une récapitulation. On récapitule nos 3 arguments. Qu'ai-je dit? Que dois-je rappeler? Bonjour. On fait une amplification. Nous avons les 10 principes. On en choisit en répondant sur quel plan puis-je évaluer mon discours pour le rendre encore plus raisonnable, plus convaincant, plus persuasif. J'en choisis 3. Ensuite, la commisération, 4 possibilités. Comment est-ce que je rends mon discours plus passionnel? J'en choisis une. Et une estocade. Et on peut soit placer l'action, l'appel à l'action après ou avant. Une péroraison entière. En conclusion, mesdames et messieurs, nous avons vu que trop contrôler, c'est mal protégé. Le sacrifice de la liberté est donc inefficace. Nous avons vu que les régimes ultra-sécuritaires n'ont pas de vraie sécurité. Sacrifier la liberté est donc inutile. Enfin, que la protection ne vient pas de l'armure, mais de la capacité à réagir. Vivre sans liberté n'apporte aucun plaisir. Parce que nos pères ont gravé la liberté dans nos lois, nous ne sommes pas habilités à brader pour un calme de façade. Parce que tous, enfants, voisins et même contradicteurs, profitent des libertés qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur retire, l'enjeu dépasse nos peurs individuelles et nous concerne chacun tous. Parce que ce qui est cédé aujourd'hui ne se reprend plus demain, que le provisoire mal pensé devient toujours le régime autoritaire. Par exemple, la ligne Maginot qui rassure sans protéger, une presse libre inquiète parfois, mais elle protège toujours. Mesdames, messieurs, une société totalement hermétique ne pourra jamais voir naître d'autre chose que l'altérité. Les sols et les murs entièrement blancs de notre sécurité ne nous conviendront plus dès lors qu'une minuscule tache les aura marqués. Mesdames et messieurs, il faut porter en soi le chaos pour donner naissance à une étoile dansante. Vous portez tous un chaos, nous portons tous un chaos, et ce chaos, c'est notre liberté. Péroraison du discours contre Preston. Et celui-là, je l'ai donné justement en introduction d'un concours à Genève. Donc récapitulation, division qui était assez intéressante. Le silence est l'enfant de la peur, le père de la haine, et n'apporte rien que la ruine de l'art et des sciences. Nous l'avons vu. Qu'on emmène donc le silence à l'échafaud ou bien qu'on le condamne à une froide cellule pour le restant des temps. Je ne souhaite aucun acquittement, ni pour le petit silence de la moquerie, ni pour le grand des cœurs à jamais déchirés, ni pour le silence respectueux qui n'existe pas, ni pour le silence intellectuel qui rend bien plus audacieux à faire le mal. Et je serais un hypocrite si je me refusais à dire ce que je m'apprête à clamer. Je ne souhaite même pas le silence de ceux qui le répandent, mais au crime
du silence, ils me reprocheront le crime de la parole. Et notre crime est-il réellement plus grave que le leur? Que nous disions faux, que nous disions mal, que nous exprimions nos sentiments peut-être dans d'autres manières, peut-on honnêtement nous le reprocher face à ceux qui ont un jour osé rêver de s'exprimer, mais qui mourront pleins de regrets, face à ceux qui ont succombé à la haine taciturne, face à ceux qui propagent la peur, face à ceux qui terrassent le progrès? Il n'y a rien qui ne naisse sans la parole, et tout meurt avec le silence. Et enfin, pour ceux qui croient que l'on peut assécher l'art oratoire, comme disait Caris, j'arrêterai de la ramener quand j'aurai tout dit, et à cela j'ajoute Aragon, c'est une chose bien étrange à la fin que le monde, un jour je m'en irai sans avoir tout dit. Merci.